téléspectateurs de cette Afrique TV, bienvenue dans votre chaîne économique préférée. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la grande interview Emmanuel Bokeh. Emmanuel Bokeh, directeur général ou en tout cas représentant de Green Tech ici au Sénégal. Vous avez la réputation et vous êtes connu et reconnu pour avoir œuvré dans le secteur de l'entrepreneuriat et des startups au Sénégal et en Afrique depuis un certain temps. Nous allons démarrer cette interview en vous remerciant pour la visite et le déplacement que vous avez fait aujourd'hui dans nos locaux, dans les locaux de cette Afrique au point E. Merci d'être venu et de nous accorder cette interview-là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de découvrir cette Afrique, une jolie start-up dans les médias qui monte. Parlez-nous véritablement de votre parcours avant d'arriver à Green Tech. Qui est Emmanuel Bokeh? C'est un long parcours parce que, comme vous le voyez à ma barbe blanche, ça date un petit peu. J'ai un parcours qui est essentiellement autour du digital et à cheval entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement le Sénégal, où je me suis installé en 2003. Et donc, j'ai travaillé dans de très nombreuses entreprises, des grands groupes internationaux, mais aussi des startups. Et beaucoup dans une logique digitale, ou bien de transformation digitale, ou bien de e-business, et particulièrement de e-commerce. J'ai été directeur général de Cdiscount au Sénégal, ça remonte à quelques années maintenant. Et donc j'ai fait beaucoup de conseils, de consulting autour. Et dans ce cadre-là, je suis chargé particulièrement du volet digital. Et donc en ce moment, j'accompagne une cohorte de 50 startups africaines dans leur développement digital, dans une logique de business, dans une logique de résultats. Vous avez évoqué deux mots, Emmanuel Bokeh, qui nous intéressent. C'est l'Afrique, c'est la jeunesse africaine et c'est le digital. Et ces trois mots-là aujourd'hui forment en tout cas un environnement assez spécial qui se développe davantage. Comment analysez-vous cette passion de la jeunesse africaine sur le numérique et le digital? Alors que l'Afrique, dans le temps, avait raté plusieurs révolutions, notamment la révolution industrielle, mais les observateurs ont constaté cette fois-ci que la jeunesse africaine et l'Afrique a saisi cette opportunité-là qui est le numérique et le digital. Je crois que la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise en particulier est plutôt intelligente et qu'ils ont identifié très vite que le digital c'était une révolution qui ne nécessitait pas de capitaux lourds et qu'aujourd'hui avec un smartphone à 30 000 francs on peut être capitaine d'une industrie à 10 millions par mois et que du coup quand on sait la difficulté de trouver un CDI dans nos pays, on se dit qu'on a plus de chances de monter sa propre entreprise. Et donc, effectivement, les outils digitaux sont là pour permettre de changer un peu d'échelle et de passer d'un petit commerce local de coin de rue à un business national, voire international. Et comment trouvez-vous aujourd'hui les dispositifs qui ont été mis en place par nos États en Afrique et notamment au Sénégal pour accompagner cette révolution-là qui est le digital et le numérique, alors que l'essor même du digital dans des pays comme les États-Unis ont été encadrés par des structures comme la Silicon Valley et autres. Comment trouvez-vous aujourd'hui le rôle que l'État devrait jouer pour en tout cas améliorer le secteur du numérique et du digital? Alors moi je vais parler essentiellement de l'Afrique de l'Ouest parce que je ne connais pas bien le reste de l'Afrique, c'est vraiment un continent immense et très compliqué, je n'ai pas la prétention d'en connaître beaucoup, mais en Afrique de l'Ouest, je suis très déçu de ce que nos États ont fait pour le développement du digital et on va dire, du Pourquoi business. Cette déception? Parce que les résultats sont là. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule licorne africaine, les startups galèrent, passer une frontière est compliqué, le trésor public assassine les PME. Enfin voilà, il y a plein de raisons. La justice fonctionne assez mal, très lentement. Créer une société reste coûteux et compliqué. Beaucoup de gens restent dans l'informel. Il y a plein de fraudes à la TVA, fraude à la douane, de concurrence déloyale. Donc il y a plein de soucis. Et donc on aurait pu se dire, bon, l'État n'a qu'à régler tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un vœu pieux
il faut reconnaître qu'au Sénégal, on est plutôt mieux loti que dans beaucoup de pays voisins. Au Sénégal, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont fait un peu bouger les lignes. Je pense en particulier à la DER, la DER qu'on nous envie à l'étranger. Et depuis 2 ans, la DER fait ce qu'on attendait depuis bientôt 20 ans. C'est-à-dire qu'il commence à signer des chèques, à vraiment aider des entreprises à prendre des risques. Et ça, c'était quelque chose que l'État s'était un peu refusé à faire. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant parce que vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à présent, des PME, des startups galèrent en Afrique. Quel autre mécanisme nos gouvernements doivent mettre en place au-delà de la DER pour booster véritablement le digital et le numérique et son essor? Il y a aujourd'hui au Sénégal une grande défiance des consommateurs vis-à-vis des entreprises parce qu'il y a une assez grande impunité. Les petits escrocs ont la part facile parce que bon, ils font leurs petites escroqueries et avant qu'on aille les attraper sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ils sont plutôt tranquilles. Et donc du coup, il y en a beaucoup. Et donc du coup, les gens se sont fait beaucoup arnaquer. Et donc maintenant, les gens ne font plus confiance à personne. Et du coup, c'est une sorte de spirale infernale parce que les entreprises qui ont quelque chose à proposer au grand public se heurtent à ce manque de confiance. Et donc si on veut rétablir cette confiance-là, il faut qu'il y ait un cadre. Et donc ça, c'est quelque chose que seul l'État peut faire. Alors, on pourrait imaginer que des structures privées se rassemblent, mais bon, ce serait compter sur des probabilités plutôt faibles, mais on pourrait imaginer que l'État mette en place un cadre dans lequel les entreprises peuvent se développer de façon plus saine. Donc par exemple, lutter contre la concurrence déloyale. Donc voilà, quand vous avez une entreprise qui fait des allers-retours à Dubaï, et qui ramène des containers, qui ne payent pas la douane, qui ne payent pas la TVA et qui fait concurrence à tout le marché, qui du coup plombe toutes les autres entreprises concurrentes, tout en escroquant l'État, c'est-à-dire en escroquant les Sénégalais, du coup ça c'est un gros impact. Et donc déjà on peut faire en sorte que la douane, le trésor public fassent leur job de façon un petit peu plus complète et intense. Maintenant, l'État ne peut pas tout faire et ne peut pas tout changer, donc il faudrait aussi que les entreprises puissent saisir la justice en fait, pour faire appel et pour demander à ce qu'on rétablisse les règles de la concurrence pour qu'elles puissent... Et de l'environnement des affaires. Vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Bokeh, que vous êtes à la tête de Greentech Capital et que vous encadrez une 50aine d'entreprises start-up à avoir accès au financement. La problématique du financement pose problème en Afrique pour les start-up. Aujourd'hui, quels sont les critères, en tout cas, dont il faut pour bénéficier de l'accompagnement de Green Capital? Alors, tout d'abord, je ne suis pas à la tête de Greentech Capital. Je suis un des représentants de Greentech au Sénégal. Le siège est en Allemagne. C'est une grande structure avec une fondation, avec des fonds, des choses différentes. Mais donc pour répondre à votre question, aujourd'hui pour bénéficier de levée de fonds, pour bénéficier d'investisseurs, si j'ai quelques conseils à donner à des entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, c'est d'abord il faut être opérationnel, il faut avoir lancé ses opérations, ses ventes, il faut avoir des clients, il faut faire du chiffre d'affaires. Si vous avez un plan magnifique, mais que vous n'avez qu'un plan, on a tous des plans. En fait, tout jeune Africain a un plan, parfois plusieurs plans. Et pas question pour une structure quelle qu'elle soit de donner de l'argent à quelqu'un qui a un plan et puis qui attend, c'est-à-dire que son plan ne vaut même pas la peine qu'il y investisse son propre temps et sa propre énergie. Donc ça, c'est la première règle, c'est qu'il faut commencer. Si vous n'avez pas commencé, personne ne vous aidera. C'est le fameux proverbe aide-toi et la DER t'aidera. La DER ou les autres structures financières. Tout à fait, oui. Et donc, une fois que vous avez des revenus et que ces revenus sont réguliers, c'est-à-dire que vous avez établi une logique entre les efforts à produire et les bénéfices obtenus, là, toutes les portes se mettent à s'ouvrir. Parce que des fonds qui souhaitent investir en Afrique, il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont, il y a des grandes structures internationales, il y a des structures nationales, et puis il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire des gens qui ont réussi dans leur vie, qui ont
qui ont fait un bénéfice important dans leur carrière et qui ont envie de réinvestir dans leur pays, dans leur continent. Mais ils veulent investir sur des projets qui vont aller quelque part. Donc il faut que ce soit des projets qui sont déjà en train d'aller quelque part et qu'ils veulent aider à aller plus vite. Tout à fait. Parlons de la Covid-19, cette crise mondiale et internationale sévère qui a impacté toutes les économies, en tout cas du monde, mais qui a montré les capacités et les potentialités exceptionnelles du digital et du numérique. On a vu la télétravail, les gens ont été en contact véritablement grâce à Internet et au numérique et au digital. Comment avez-vous perçu et comment avez-vous vécu, Emmanuel Bokeh, cette crise? C'est une catastrophe et une chance. Comme vous l'avez dit, c'est une chance pour le digital parce que les difficultés, les risques liés au monde réel, à la rencontre des gens physiquement, à la proximité, font que le digital est une bonne alternative. Et donc, il y a des centaines d'entreprises qui sont en train de rediriger leurs efforts commerciaux depuis le démarchage classique vers du démarchage digital. Il y a des entreprises qui, au lieu de délivrer leurs services physiquement, maintenant délivrent leurs services digitalement. Et c'est quelque chose qui va s'accélérer avec la crise. Donc c'est de ce point de vue-là, pour le développement digital de l'Afrique, c'est une chance. Maintenant, d'un point de vue global, c'est quand même une catastrophe parce que le nombre d'entreprises en difficulté est quand même très important et c'est une crise qui va durer dans la longueur. On n'en sera probablement pas sorti à la fin de l'année. Et des entreprises qui ont 1 mois, 2 mois de trésorerie devant elles, il y en a beaucoup. Mais des entreprises qui ont 6 mois de trésorerie devant elles, il n'y en a pas. Tout à fait, donc oui. du coup, si, comme tout semble l'indiquer, la situation sanitaire s'aggrave d'ici les prochains mois, août, septembre, on va avoir les gens vont avoir un pouvoir d'achat plus faible et puis les entreprises qui nécessitent vraiment un contact avec le public vont avoir des difficultés et ça représente beaucoup d'autres. Et comment avez-vous analysé les séries de mesures prises par le ministère de l'économie et les institutions financières telles que la DER, le FONGIP et autres, l'ADPME pour accompagner les entreprises impactées, les PME notamment impactées par la Covid? Je n'ai pas un avis suffisamment objectif pour être vraiment pertinent, parce que c'est un sujet complexe, il y a beaucoup de sujets. Tout à fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de start-up et beaucoup de TPE qui n'ont rien vu, qui n'ont bénéficié d'aucun soutien et qui sont dans une situation dramatique. Par contre, il y en a qui ont réussi à obtenir, mais c'est plutôt les grosses, plutôt les entreprises formelles, un peu établies. Et plus on est gros, plus on est visible et plus on est soutenu. Mais donc, si j'avais un message à faire passer, c'est attention, on a des dizaines de milliers d'entreprises qui sont extrêmement petites, qui sont souvent informelles, et de dire c'est de leur faute, elles n'avaient qu'à pas être informelles, c'est un peu facile à dire, et surtout la conséquence va être dramatique parce que ces entreprises-là sont des clientes et des fournisseurs de tout le tissu économique, donc on ne peut pas les sacrifier. Votre dernier mot, Emmanuel Bokeh, pour les startups qui nous suivent sur cette Afrique TV? Alors d'abord, bravo, si vous êtes une start-up. Si vous ne l'êtes pas encore, lancez-vous, c'est le moment ou jamais. Et donc là, effectivement, on a probablement devant nous 6 mois pendant lesquels le digital va être à l'honneur. C'est-à-dire que toutes les initiatives digitales vont avoir des rentabilités nettement supérieures à ce qu'elles auraient avant ou ce qu'elles auront après la crise. Et donc c'est le moment ou jamais de se lancer dans une transformation digitale. Et donc si vous êtes une PME et que vous n'avez pas d'activité digitale, réfléchissez-y sérieusement parce que c'est maintenant qu'il faut assurer votre business en ayant un plan B digital. Si vous êtes dans le digital, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'accélérer parce que vous n'aurez jamais de taux d'acquisition, de vitesse de croissance aussi bonne qu'actuellement et dans les futures semaines. Cette émission tire à sa fin. Emmanuel Bokeh, merci d'être venu aujourd'hui dans nos locaux de cette Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. C'était Emmanuel Bokeh. Merci de nous avoir regardés.